Et l'invité d'Europe 1 dimanche soir, c'est donc le leader syndical et secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. L'hommage à Rémi Fraisse s'est transformé hier en bataille rangée avec des scènes d'une très grande violence de la part des casseurs. Aujourd'hui, il y a eu encore plus d'une soixantaine d'interpellations lors d'un rassemblement illégal à Paris. Qu'est-ce que tout cela dit, selon vous, de la situation de notre pays ? Écoutez, d'abord, les casseurs, parce qu'il faut les appeler comme ça. Il y a pas d'autre nom. Je pense pas que ce qui les motivait, c'était les questions du barrage, etc. Ils sont là pour en découdre d'une certaine manière, y compris avec une agressivité vis-à-vis des forces de l'ordre. Je rappelle que la police fait son travail, même si c'est pas toujours facile, et qu'on a une police républicaine. C'est quand même important de le souligner. Alors maintenant, ils sont limités en nombre, mais des actes de violence de ce type sont pas acceptables, c'est évident. C'est pas à l'honneur de ceux qui exprimer leur contestation et qui voulaient commémorer le décès de Rémi Fraisse, ça c'est une chose, mais on peut pas accepter des débordements de ce type. Vous soutenez donc la fermeté du gouvernement ? On peut pas accepter que des gens cassent, veulent s'en prendre à tout le monde. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'ailleurs interdire hier ce rassemblement à Toulouse, où il était annoncé, à Nantes, où il était annoncé dangereux, peut-être un peu moins pour celui de Toulouse. Oui, même si vous interdisez, vous devez toujours prendre les précautions. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Il y a eu des blessés des deux côtés, y compris du côté des forces de l'ordre. Enfin, on peut pas accepter ce type d'acte qui n'a rien à voir avec une contestation ou de caractère politique ou autre. On a l'impression qu'ils veulent vraiment en découdre. Oui, est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque justement de jonction des luttes et des mécontentements qui pourraient justement engendrer une situation non maîtrisable, selon vous ? Il ne faut pas non plus grossir les éléments. Je crois que le mécontentement est réel dans le pays. Il s'exprime pas fort heureusement toujours de cette manière-là. Mais je redis bien, c'est quand même si c'est les images télé, chocs, etc., les poubelles qui brûlent et tout, reconnaissons que c'est quand même limité en nombre. Ce sont quelques dizaines ou plus de personnes. Oui, mais vous l'avez dit, on touche à un symbole de la République. C'est la police républicaine. Oui, on touche à la police. C'était à la limite un des slogans, c'était il faut casser la gueule aux flics. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était un peu ça, ce qui n'est pas acceptable en soi. Ils font leur travail, qui n'est pas un travail facile. Bon, maintenant, on sent très bien qu'il y a un mécontentement profond chez les salariés. Moi, tous les jours, je le constate. Problème d'emploi, problème de pouvoir d'achat, inquiétude sur l'avenir, pas de cap où on va. Tout ça, ce sont des questions posées. Que quand il y a des conflits ou des problèmes dans une entreprise, il y a mobilisation. Dans un secteur social, il y a mobilisation sociale. Sur le plan interprofessionnel, c'est plus dur, faut le reconnaître. Parler, oui. Maintenant, on sent très bien aussi que, sans parler de violence, ça peut partir sur un élément. Oui, sur un plan social, c'est plus encadré par les syndicats, par vous, bien sûr, vos organisations, alors que ces mouvements, comme le barrage de Sivins, Notre-Dame-des-Landes, ou les bonnets rouges l'année dernière, à la même époque, eux vous dépassent, vous débordent totalement. Vous n'avez pas de prise sur ces mouvements. Ce ne sont pas les mêmes mouvements, si vous voulez. Nous, on est sur les questions, un syndicat, c'est sur les questions économiques et sociales. On n'est pas moins sur les questions environnementales, même si on tient compte des aspects environnementaux, c'est évident. Les bonnets rouges, c'était encore autre chose. C'était la coalition de plusieurs mouvements de divers types. Il y a eu des syndicalistes, d'ailleurs, également dedans, dans une région, à un moment donné, où les entreprises se cassaient toute la figure et sans perspective. Donc voilà, ce sont des éléments qui jouent. Mais vous savez, il y a eu pas mal d'écrits ces temps-ci, et moi je le vois régulièrement, quand vous avez dans certaines zones des entreprises qui ferment, des services publics qui ferment, etc., vous avez des zones de pauvreté qui s'installent et des gens se sentent abandonnés. Quand on est abandonné, tout est possible. Alors tout le monde attend maintenant la décision sur le barrage de Sivins. Ségolène Royal en a parlé ce matin. La décision va venir au cours de la semaine prochaine. Selon vous, est-ce qu'il faut abandonner ce projet, cette retenue d'eau d'ailleurs, pour être plus précis ? Écoutez, moi je suis pas un spécialiste de cette question, j'en sais rien. Ils ont pour le moment suspendu. Je pense que c'est une décision sage. Après, il appartient aux spécialistes. Moi je suis pas spécialiste de ces questions. Mais abandonner serait perçu comme un recul peut-être ? Oui, non, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Franchement, je ne suis pas un spécialiste de la question. Est-ce que c'est utile ou pas ce barrage ? Franchement, moi, à titre personnel, je n'en sais rien. Maintenant, qu'ils aient suspendu, ça me paraît une solution de sagesse aujourd'hui. En tous les cas, déjà. Après, on verra ce qu'ils décideront. En revanche, on a l'impression qu'il y a un problème quand même de méthode, d'une façon générale, de la part de l'État. On le voit donc pour ce barrage de Sivins, où Ségolène Royal dit, si c'était aujourd'hui, on ne le ferait pas. Ça a été la même chose aussi avec l'écotaxe, qui en est l'illustration également. Oui, qui avait décidé auparavant d'ailleurs. Ouais. Il y a eu, mais il y a quand même des points sur lesquels le gouvernement ne bouge pas. Il y a deux choses. Il faut bien voir que sur les questions économiques et sociales, nous, ça fait un moment qu'on explique que la politique suivie est très mauvaise.
qu'il s'agisse du pacte de responsabilité ou toute une série de choses. Il y a encore, et on voit très bien, y compris les études économiques qui commencent à sortir, dire que ça a plus plombé la croissance et l'activité qu'autre chose. Je lisais l'Observatoire français de conjoncture économique qui expliquait par exemple que si les gouvernements successifs n'avaient pas mené une politique restrictive, on aurait eu 2,4 de croissance. Et on est à 0. Donc vous voyez la différence, le chômage aurait baissé. Donc là, ils sont très rigides là-dessus. Ils ne bougent pas. Après, ils bougent de temps en temps sur certains dossiers et ils font parfois des actes que j'appelle d'autoritarisme. Ça arrive parfois, y compris le Premier ministre. Cette situation noire que vous dépeignez, eh bien, vous n'arrivez pas, pour le moment, vous appelez de vos vœux, vous avez multiplié les manifestations, il y en a une prévue le 16 décembre prochain, vous n'arrivez pas à mobiliser, à capitaliser, j'allais dire, sur cette déception et parfois cette colère. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous vous remettez en cause également? C'est pas une... Non, attendez, quel est le rôle d'un syndicat? Nous ne sommes pas un parti politique et nous ne rentrons pas dans les jeux politiques. Ah bon? Non, la vocation d'un syndicat, c'est pas de prendre le pouvoir. Vous critiquez la politique, non, oui. Non, politique au sens politicien des choses. On regarde ce qui se passe, bien entendu. Je disais bien, dans les entreprises, quand il y a un problème, le syndicaliste se mobilise. Les militants se mobilisent. Moi, je tourne beaucoup en ce moment, je rencontre beaucoup d'adhérents. À l'intérieur, vous le précisez, mais à l'extérieur, dans les rues. Oui, non, mais attendez. Oui, mais y compris quand il y a des mouvements, il y a eu des manifestations. Alors, elles n'ont pas été extraordinaires, mais elles n'étaient pas négligeables, les manifestations qui ont eu lieu cette année au moment du pacte de responsabilité à l'appel de plusieurs organisations. Mais des mobilisations qu'on appelle de caractère interprofessionnel, c'est public, privé, ensemble, dans la rue quand c'est nécessaire. Elles sont plus difficiles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à la fois les gens considèrent qu'il y a un manque de visibilité. Il y a peur de perdre l'emploi, il y a une situation en termes de pouvoir d'achat qui est difficile. Ils ont utilisé leur bulletin de vote pour certains. Ça vient des autres, mais est-ce que vous êtes encore écouté? Je vous pose la question, est-ce qu'il y a une introspection de votre part? Par le gouvernement, pas assez, ça je vous l'accorde. Ça, par le gouvernement, pas assez. Il écoute plus le patronat. Et par les gens que vous appelez à descendre dans la rue, les salariés? Oui, mais attendez, le 16 décembre, c'est un rassemblement national qu'on va faire. C'est pas une manifestation, c'est un rassemblement national à l'extérieur. On prendra la parole. Je le dis, ce sera un avertissement au gouvernement. C'est une première étape pour nous. Je considère qu'il est du rôle d'une confédération, ce qu'on appelle dans notre jargon, construire un rapport de force. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est évident. Mais non, écoutez, l'organisation se porte pas si mal que ça. On a de bons résultats et on grossit. Tout va bien, Madame la Marquise. Non, je ne dis pas ça non plus. Ça pourrait être encore mieux. Oui. C'est pas ça. Jean-Claude Mailly, qui ne vous écoute pas alors au gouvernement? Emmanuel Macron, vous l'avez critiqué récemment. Vous n'avez pas été tendre, vous ne le portez pas dans votre cœur. Non, c'est pour la personne. Là, je n'ai rien contre la personne en tant que telle. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'un ministre, j'allais dire un premier ministre. Voilà, c'est un lapsus révélateur. Qu'un ministre de l'économie touche à tout. Voilà, il parle du travail le dimanche. Moi, il me semble que c'est le ministre du Travail qui doit traiter de ça. Les professions déréglementées, il a évoqué les seuils sociaux, voilà. Donc la médecine, ou plus récemment sur d'autres plans. Donc c'est pas de son ressort. Donc on a le sentiment qu'il veut tout embrasser. Celui qui normalement doit tout embrasser, c'est le Premier ministre. C'est lui qui doit coordonner tout ça. Donc il a un côté mêle-tout. C'est ça que je veux dire. Alors, ça c'est pas son rôle. Oui, et le président de la République, François Hollande. Nous sommes à quelques jours du 6 novembre, date de mi-mandat du quinquennat. Le président va s'exprimer longuement alors que la déception et la colère, vous l'avez dit, vont grandissantes. Votre avis sur la situation politique et économique, c'est juste après la pause. Restez avec nous sur Europe 1. Sonia Mabrouk, Patrick Roger sur Europe 1. Europe 1, dimanche soir. Et avec notre invité Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, avec nous jusqu'à 19h30 et tout à l'heure un dialogue avec aussi l'une des figures de la jeunesse, je le disais, à Kenaton, tout à l'heure, qui sera là avec nous à 19h. Nous parlions avec Sonia de ses relations avec le gouvernement et de ce bilan cette semaine, un bilan à mi-mandat de François Hollande. Alors, panne économique, échec du chômage. Vous attendez de nouvelles annonces cette semaine, en fait, du chef de l'État, une autre feuille de route pour changer un peu ou pas? Ce serait bien, oui. Bon, je sais pas si ce sera le cas, puisque visiblement les dernières déclarations qu'il a fait, c'est on ne change pas de politique économique. Donc, pourtant, on a la preuve tous les jours que cette politique économique ne fonctionne pas. Il y a des raisons européennes, certes, mais il y a aussi des raisons qui sont de caractère national. Alors, j'ai cru comprendre en lisant un journal que ce serait plus, je sais pas si c'est vrai, oui, sur le sociétal, etc. Mais enfin, il ne peut pas échapper, selon moi, aux questions auxquelles les économiques, notamment et sociales. Oui. Avec quelle inflexion, alors, vous voudriez? Les inflexions, il faudrait déjà, par exemple, recibler les aides accordées aux entreprises. Nous le demandons depuis longtemps, qu'il s'agisse du crédit d'impôt compétitivité emploi ou du pacte de responsabilité. Ça fait 41 milliards d'euros sur 3 ans, qui vont de pair avec 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales, ce qui a un effet dépressif. Et on gaspille d'une certaine manière de l'argent. Qu'on aide une entreprise sur quelque chose de ciblé avec un contrat,
Ça, on est tout à fait d'accord. Et si l'entreprise respecte pas le contrat, elle doit le rembourser. C'est quand même de l'argent public. Là, on accorde de l'argent sans contrôle fiscal, sans contrôle social. Ça, c'est pas acceptable. Il faudrait une grande réforme fiscale également, qui est nécessaire. Le grand soir fiscal qui n'arrive toujours pas. Mais est-ce que vous savez, il avait été annoncé, prévu, il avait été abandonné par Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous savez vers quoi on se dirige pour les 2 ans et demi à venir? Non, j'aimerais bien qu'il y ait un changement d'orientation économique. Vous y croyez vraiment? Je me demande toujours à quel moment ils vont prendre conscience qu'ils se plantent, quoi. Voilà, quoi. Parce que les résultats ne sont pas là, y compris les résultats, y compris en matière de déficit. La dette publique continue à augmenter en France comme dans les autres pays. Les résultats dans le domaine de l'investissement, les résultats dans le domaine de l'emploi. On voit bien qu'avec la croissance quasi nulle qu'on a, ça fait 27 mois de chômage sur 30 mois quand même. Alors avec c'est ce quand même tableau pas mal. très noir, nombreux sont les opposants de François Hollande, y compris parfois dans son propre camp, mais surtout les premiers opposants, selon les sondages, c'est Marine Le Pen, a pensé qu'il ne terminera pas ainsi son quinquennat et qu'il utilisera l'arme de la dissolution. Je sais que vous ne réagissez pas sur la politique, mais est-ce que vous pensez que le président de la République peut terminer son mandat ? Écoutez, il a été élu pour 5 ans, c'est à lui de voir après, c'est pas de ma responsabilité. On attend du président de la République et du gouvernement qu'il s'attaque sérieusement aux questions qui préoccupent les Français, pouvoir d'achat, emploi, services publics, etc. Et là-dessus, c'est raté. Et s'il ne le fait pas, est-ce qu'il faudrait alors cette dissolution pour qu'il y ait un changement? Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est de sa responsabilité. Il a été élu pour 5 ans, c'est à lui de choisir ce qu'il veut faire, ça c'est pas mon problème. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des choses concrètes. Quelles décisions il est prêt, quelles orientations il est prêt à changer? Pour le moment, c'est pas le cas. Il s'entête depuis le 31 décembre 2013, notamment dans un pacte de responsabilité, dont on voit très bien que les résultats ne sont pas là. Il écoute le MEDEF, qui le lui rend bien d'ailleurs. Bon, voilà, d'une certaine manière. Puisque vous en parlez, le MEDEF, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, fait des propositions, lui. Il suggère, par exemple, que la France s'affranchisse des règles de l'Organisation internationale du travail pour ne plus être, je précise, obligé, dit-il, de justifier un licenciement, car c'est un frein à l'embauche. Que lui répondez-vous? Qu'on a le président du MEDEF le plus rétrograde qui soit, pour pas dire plus. Ou le plus réactionnaire. Ce serait quoi plus? Vous êtes déjà allé loin réactionnaire, là, oui. Réactionnaire. Au sens propre du terme. C'est la première fois que quelqu'un suggère, notamment en responsabilité, de ne plus ratifier une convention internationale du travail. C'est la première fois que ça arrive. Je rappelle que historiquement, la France a joué un rôle à l'OIT, qu'on est une référence à l'OIT. On n'est pas les seuls, mais on est une référence. Que même les pays qui n'ont pas ratifié certaines conventions, ils les utilisent, ils s'en inspirent d'une manière ou d'une autre. Mais ils cherchent des solutions extrêmes, Pierre Gattaz. D'accord, il veut virer les gens comme il veut. Non, c'est pas des solutions, c'est pas des solutions. De dire il faut qu'on se retire de la convention sur le licenciement. C'est quoi cette convention? Elle oblige de justifier un licenciement. Voilà, il veut plus justifier, il veut virer les gens comme il a envie. Et ça, écoutez, on nous a fait le coup 10 fois. C'est inacceptable ce type de comportement. Ouais. Je le dis clairement, c'est inacceptable. Écoutez, puis alors il change tout le temps. Alors du coup, vous allez quand même continuer de négocier il va 3 jours ou 4 jours suivre un séminaire à l'école polytechnique de Lausanne. Il vante le modèle suisse. Là maintenant, il nous vante le modèle américain. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va aller à Cuba? Ouais. Ce n'est plus un partenaire social pour vous, ça devient un ennemi. Alors, à vous entendre, c'est quand même compliqué. Franchement, c'est compliqué de. Mais comment vous allez faire pour discuter sur les seuils sociaux, par exemple, dans les jours qui viennent? Franchement, le MEDEF, il s'en fout des seuils sociaux. C'est pas son problème. Le MEDEF, ce sont les grosses entreprises. Pourtant, il est autour de la table pour négocier, pour signer ce fameux... Ah bon? Mais on n'en parle pas. De quoi parlez-vous alors? Ils veulent ce qu'on appelle inverser la hiérarchie des normes. C'est ça qu'ils veulent faire. Ça veut dire que, comme un système anglo-saxon, ça veut dire que le niveau de l'entreprise est prioritaire. Il n'y a plus de négociations de branche, on les remet en cause. Il y a moins de négociations au niveau général. Ça veut dire qu'on retire des droits aux salariés des TPE. C'est ça qu'il veut, sous prétexte d'accord majoritaire. Donc cette négociation, je le dis clairement, il y a eu 2 réunions. Pour le moment, c'est hyper tendu. Et toutes les négociations sociales sont tendues. Ça a été le cas sur l'assurance chômage, etc. On a un MEDEF de combat. On nous parle de dialogue social, pardon. Oui, on a un MEDEF de combat. Face à un MEDEF de combat, à un moment donné, il faut des syndicats de combat. Et Jean-Claude Mailly, Emmanuel Macron a prévenu, si vous ne vous entendez pas, partenaires sociaux, c'est le gouvernement qui tranchera. Oui, on verra. On verra ce qu'ils décideront aussi, parce qu'ils sont sur la même ligne. Le gouvernement parle du travail du dimanche, le gouvernement parle éventuellement du travail de nuit, veut remettre en cause la médecine du travail. Enfin, ça fait quand même beaucoup. On a un gouvernement... Vous savez, moi je l'ai souvent dit, et on le constate de plus en plus. Quand vous menez une politique économique de caractère libéral, vous avez tendance à être autoritaire sur le plan social. Et là, il y a plein de choses qui sont annoncées, y compris par les pouvoirs publics, on n'en a jamais parlé. Regardez, sur la simplification, on nous dit par exemple, ce sera le médecin de traitant qui pourrait faire les visites et plus le médecin du travail.
Je suis désolé. Le médecin du travail, il a une responsabilité particulière, il a une formation particulière, et c'est plus les employeurs qui paieront, c'est la sécurité sociale au passage. Qui porte ces idées, ces réformes, entre autres, c'est le Premier ministre Manuel Valls, qui est bien décidé à porter ces changements dans le reste du quinquennat de François Hollande. Sa volonté et son ambition réformatrice sont affichées tout le temps. Vous avez sûrement lu l'interview dans l'Obs il y a déjà quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez quand il dit justement il faut bousculer tout ça? Alors lui, il parle de la gauche vermoulue et dépassée. Est-ce que vous entendez ce discours? Je pense que c'est essentiellement de la com. Vous savez, moi, c'est le truc classique. Il y a les passéistes et les modernes, les anciens et les conservateurs. Quand on n'est pas content, on est conservateur. Ça fait des années et des années qu'on entend ça. Et quand on prie, il faut changer de nom, c'est pas parce qu'on change de nom ou de sigle que les choses changent. En général, ça révèle une crise plus qu'autre chose. Donc, on est plus dans la communication, je pense, que dans les choses sérieuses, parce que dans le même temps, on change pas de politique économique. Voilà, on maintient une politique économique qui nous mène dans le mur. Alors, sur cette politique économique, Jean-Claude Mailly, est-ce que vous êtes d'accord quand vous entendez, vous aussi, que la France est sclérosée pour son marché de l'emploi, pas assez de souplesse? On revient un peu aux propositions finalement de Pierre Gattaz. Le contrat de travail unique, vous dites non? Ou alors est-ce qu'un jour peut-être on pourra, si on discute peut-être autour de la table? Si on supprime les CDD et qu'on fait un CDI comme il est aujourd'hui, oui, on est pour. Ça s'appelle. Mais c'est pas le cas. Vous savez, c'est une vieille idée, ça, d'économistes que je classifie. Mais il faut un peu innover. On est en période de crise. Innover, ça veut pas dire des reculs sociaux et que les gens soient en situation de plus grande précarité. Parce que ceux qui sont derrière l'idée de contrat de travail unique, les économistes à l'origine que je considère plus comme libéraux qu'autre chose, eux ils disent on fait un CDI qui serait très souple au départ, qu'on pourrait virer les gens plus facilement et il aurait plus en plus de droits plus vous vieillissez. Ça veut dire que le CDI devient un CDD au départ, quelque chose de très précaire, et ça ne peut pas marcher là-dedans. Vous savez, les patrons embauchent beaucoup en CDD, et des CDD très courts. C'est aussi lié à la situation économique. Faut pas se leurrer. Maintenant, le nombre de contrats de travail aujourd'hui, dans le privé, 85% des contrats de travail sont des CDI aujourd'hui. Si l'on veut dissuader le recours au CDD, on peut aussi, par rapport à l'assurance chômage, alourdir les cotisations employeurs. C'est quelque chose que nous avons proposé, d'autres syndicats aussi. Et on va poursuivre notre entretien, bien sûr, Jean-Claude Mailly, s'intéresser bien au combat syndical, aux luttes internes. Aïe, 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 elles sont nombreuses aussi, à la récente polémique autour de la CGT et de son secrétaire général. À tout de suite pour évoquer tout cela dans Europe 1, dimanche soir. Sonia Mabrouk, Patrick Roger, 18h30, 20h. Europe 1, dimanche soir. Avec Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière qui est avec nous. Il y a une grève cette semaine à la SNCF, Jean-Claude Mailly, à l'appel de la CGT. Visiblement, d'après la direction, il n'y aura pas de grosses perturbations sur les grandes lignes et le trafic en Ile-de-France. Vous n'avez pas appelé à ce mouvement pour défendre l'emploi, les salaires et le service public. Pourquoi? C'est pas le bon moment? Écoutez, c'est un choix de la CGT d'appeler dans l'ensemble du transport. Si j'ai bien compris, c'est la SNCF, il y a aussi Aéroport de Paris, etc. Non, nous avons mes amis c'est pas moi qui décide, c'est les fédérations concernées, n'ont pas jugé utile dans l'immédiat sur ce type de mouvement d'être là. Nous appelons dans un autre secteur qui est EDF, là pour des raisons propres à l'entreprise, les fermetures de centrales, etc. Et, ça, c'est un autre choix. Mais sur les transports, non, nous n'appelons pas. Alors, puisque vous parlez de la CGT, parlons de l'affaire de l'appartement de Thierry Lepan. Au-delà du fait qu'une organisation syndicale peut mettre à disposition de son leader un logement et effectuer des travaux, ces sommes, quand même, Jean-Claude Mailly, est-ce qu'elles ne contribuent pas à l'image du tous pourri dans ce climat? Comment ne pas s'en rendre compte? Non, écoutez, moi je considère que quand vous êtes responsable syndical ou militant syndical, vous n'êtes pas PDG, vous n'avez pas le salaire d'un PDG, fort heureusement d'ailleurs. C'est pas une revendication. Mais les sommes là sont assez mais ce que je veux dire, élevées, c'est qu'une organisation mette à disposition d'un permanent, qu'il soit secrétaire général ou pas, le moyen de se loger à Paris quand sa famille est restée en province, il n'y a rien de choquant là-dessus. Nous le faisons aussi. Après, concernant les mètres carrés et les travaux engagés de ce que j'ai lu dans la presse, ça faut poser la question à la CGT, c'est leur responsabilité, c'est surprenant, c'est vrai. Oui, est-ce qu'il doit démissionner, Thierry Lepan? Il va y avoir le Parlement de la CGT qui va se réunir et qui n'est pas cette semaine et qui n'est pas tendre avec lui. Oui, c'est ce que je lis. Après, c'est leur responsabilité. Vous savez, moi, je ne veux pas rentrer dans les... Oui, mais est-ce que les ennemis ne viennent pas beaucoup de l'intérieur dans les organisations syndicales? Peut-être que vous en savez aussi quelque chose. Vous savez, non. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. On a fait une rencontre à la CGT entre une délégation de FO et une délégation de la CGT. On a des points sur lesquels on est d'accord. On a des points de désaccord également. Visiblement, oui, il doit y avoir quelques problèmes internes. Peut-être que pour que ça sorte, ça doit sortir de l'intérieur, je suppose. Jean-Claude Mailly, est-ce que ça ne fragilise pas encore plus l'image du syndicat? Et la question de votre influence, votre représentativité, vous savez, c'est toujours la question qu'on vous pose.
Oui, non, mais attendez. Maintenant, faut relativiser aussi ce genre de choses. Bon, qu'ils s'expliquent, c'est leur problème. Qu'ils gèrent ça en interne, c'est leur problème. Maintenant, pour me faire comprendre, c'est pas l'affaire Pygmalion non plus, quoi. Faut pas faire un mélange et un amalgame de tout qui conduit effectivement à laisser croire que tout se pourrit, quel qu'il soit, etc. Ça, attention, à un moment donné, c'est la démocratie qui se trouve atteinte. Hein. Bon, alors après sur la représentativité des syndicats, vous savez, je dis souvent la même chose. On a un taux de syndication plus faible en France, c'est pas nouveau. S'il était plus élevé, ce serait bien. Je ne dis pas le contraire, bien entendu. Maintenant, les droits des travailleurs français sont aussi élevés que dans d'autres pays. La façon de faire est différente. Hein. La France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle et statutaire des salariés. C'est source Organisation internationale du travail. Donc, puis si, écoutez, si on n'avait pas fait correctement, y compris historiquement, les syndicats n'avaient pas fait leur boulot, je ne sais pas pourquoi on dirait tout le temps que les travailleurs ont trop de droits en France. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas faire le ménage au sein même aussi des syndicats? Vous-même, Force ouvrière, vous êtes mêlé à quelques scandales financiers avec l'hôpital à Marseille, avec ce rapport de l'IGAS, avec des privilèges accordés pour des recrutements, et puis il y avait eu aussi la ville de Marseille avec qui vous avait permis d'obtenir des locaux effectivement à Marseille l'année dernière. Et ce sont pas des scandales pour vous? Non, ce sont pas des scandales. Attendez, quand vous êtes première organisation dans un endroit, quel qu'il soit, cet endroit. Bon, c'est le cas aux hôpitaux de Marseille, c'est le cas chez les territoriaux, c'est le cas ailleurs, dans de nombreuses autres entreprises. Vous êtes le premier interlocuteur de l'employeur. Maintenant, quand vous pouvez influer, y compris pour aider de certains moments à des embauches, etc. Bah oui, ça va assez loin parce que l'IGAS vous pointe du doigt quand même, en fait, le syndicat. J'appelle pas ça du clientélisme, moi. Enfin, attendez, y compris moi, quand je peux aider quelqu'un à trouver du boulot, je le fais. Quand on peut aider quelqu'un à trouver un logement, on le fait. C'est pas du clientélisme, ça. C'est le travail syndical. Écoutez, il va y avoir des élections prochainement aux hôpitaux de Marseille, comme dans tous les hôpitaux. Bah, on verra ce que les salariés pensent du rôle joué par le syndicat, sur Marseille. Vous parlez du travail syndical, Jean-Claude Maillet, quel est vraiment votre rôle aujourd'hui? Est-ce que c'est de limiter la casse des acquis plutôt que de les améliorer? Est-ce que vous pourriez nous citer justement une avancée que vous avez obtenue ces dernières années? Non, une grande partie, en France comme ailleurs, entre nous, aujourd'hui, on est dans une période de crise. Oui, non, mais je dis ça parce qu'il faut pas non plus faire du France bashing, comme on dit aujourd'hui. Bon, quand je suis avec mes amis belges, anglais ou autres, voire espagnols, c'est encore pire. La situation est difficile partout. C'est vrai qu'en période de crise, une partie non négligeable de l'activité syndicale, c'est ce que j'appelle de la résistance. C'est d'éviter qu'on enlève des droits. C'est évident qu'on a ce genre de difficultés aujourd'hui en période de crise. Maintenant, pour obtenir des avancées, alors on obtient des avancées ici ou là, dans telle entreprise, on a encore de bonnes négociations. Elles ne sont pas flagrantes pour les salariés. Oui. Ça dépend des entreprises. Il y a encore des entreprises, je vous accorde qu'elles ne sont pas majoritaires. Oui. Vous prenez Airbus, l'année dernière, il y a eu 3,4% d'augmentation de salaire. Donc face à un MEDEF de combat, vous êtes un syndicat de résistance, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Il y a une part de résistance, mais une part de combat aussi, c'est évident. Il y a une part de résistance, c'est vrai, quand vous êtes attaqué de toutes parts, les droits des salariés sont attaqués de toutes parts. Alors on a des choses qu'on arrive à bloquer, c'est évident, il y a des choses parfois qu'on arrive à obtenir, même si c'est pas... Vous avez des alliés dans le gouvernement? Est-ce que vous avez des alliés dans le gouvernement? Qu'est-ce que vous appelez des alliés? Des gens avec lesquels vous pouvez dialoguer plus facilement qu'Emmanuel Macron, par exemple. Non, ça ne veut pas dire que je ne dialogue pas avec lui, je vais le voir prochainement, ça ne veut pas dire qu'on s'expliquera d'ailleurs. Avec qui le courant passe plus facilement, disons. Avec les ministres, on arrive à parler, je parle régulièrement avec le ministre du Travail, avec la ministre de la Santé, pour prendre ces deux exemples. Moi, je n'ai pas contact avec tous les ministres, je contacte avec ceux avec qui je dois être en contact pour les dossiers. Jean-Claude Maillet, l'un de vos combats en ce moment, c'est il faut sauver le service public. Vous l'avez écrit dans un livre, il y a les élections professionnelles dans un mois à peu près, un peu plus. Oui. On a l'impression pourtant qu'il faut faire des économies plutôt dans les services publics. Oui, non, mais ça c'est le faux débat. Nous réclamons depuis 7 ans, donc c'était y compris sous l'ancienne majorité, qu'il y ait un débat pour définir quel est le rôle et quelles sont les missions du service public. Ce débat nous est toujours promis, n'a toujours pas eu lieu. Il y a encore 15 jours, on a dit il va avoir lieu. Ça veut dire comme si c'était un débat interdit. Certains parlent de tabou, là on a un débat tabou. Oui. Bon, une fois qu'on a défini ça, après, on peut regarder les choses. Mais moi, le livre en question, c'est 250 exemples concrets de remise en cause de services publics. On ne parle pas de statut des fonctionnaires. C'est, écoutez, moi, j'ai visité... Les services publics de proximité, surtout. Oui. Vous savez, quand dans un département ou une ville comme Joigny, vous avez tout qui ferme, à un moment donné, les services publics, c'est aussi la poste, c'est le commissariat de police, c'est tout ça. J'ai visité un commissariat de police à Lille la semaine dernière. Je peux vous dire que c'est pas triste. Jean-Claude Maillet, on arrive à la fin de cette première partie. En un mot, on vous a peut-être pas demandé comment vous qualifieriez le bilan, déjà, mi-mandat, mais de la première partie de François Hollande en un mot. Sur le plan économique et social, c'est raté.